Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu commences à me suivre, je m'appelle Yvan, je crée du contenu autour des principales thématiques liées à l'IT. Alors, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications si c'est une thématique ou alors sont des sujets qui pourraient t'intéresser. Aujourd'hui, je te parlerai des principaux patterns architecturaux que tu retrouveras le plus fréquemment à l'heure actuelle, c'est-à-dire les patterns que tu retrouveras dans la plupart des applications à l'heure actuelle. Et je te présenterai également quelques avantages et quelques inconvénients de chacun de ces patterns. Il sera donc question, du moins ce que je souhaite, c'est que tu me dises dans les commentaires, que tu me fasses ton retour d'expérience de chacun de ces patterns architecturaux là et que tu me dises pour toi quels sont les avantages et les inconvénients, du moins de ceux que tu as eu à exploiter dans le cadre de tes projets ou dans le cadre de ton boulot. Alors, si tu aimes bien comprendre comment les choses communiquent entre elles, alors tu es comme moi et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Commençons par parler de l'architecture monolithique avec rendu côté serveur. Il s'agit d'un pattern architectural dans lequel en fait vos applications, du moins le front-end de vos applications sera rendu côté back-end. En gros, le back-end, si vous voulez, la partie serveur va générer la vue et c'est cette vue qui sera rendue au navigateur. Le navigateur, dans ce cas, lui, il ne fait que l'affichage. Dans le cas d'une application monolithique avec rendu côté serveur, vous aurez plusieurs inconvénients, parmi lesquels déjà, commençons par les avantages, c'est toujours mieux. Vous aurez plusieurs avantages, parmi lesquels déjà le fait que vous avez un bon SEO. Le SEO, c'est tout ce qui est lié au référencement. Donc, vous avez un bon SEO parce que la page, c'est-à-dire vos visuels, vos vues sont générés côté serveur et par conséquent, en fait, les robots des moteurs de recherche n'ont aucune difficulté à pouvoir les indexer. Vous avez un bon SEO. C'est aussi généralement dans la plupart des cas facile à bootstrapper, facile à mettre sur pied directement. Donc le time to market peut être beaucoup plus conséquent dans ces temps-là. Mais par contre, en termes d'inconvénients, vous avez par exemple un inconvénient lié à la maintenance ou au bug si vous voulez. Donc en gros, un bug sur une partie de l'application peut carrément rendre toute l'application inutilisable. Et lors du déploiement, à moins que vous n'utilisiez des stratégies de déploiement comme le rolling update, en fait, vous allez vous rendre compte que lors du déploiement, normalement, les utilisateurs n'auront pas accès à l'application. D'où avec ce genre de système, à moins vraiment d'appliquer des techniques de déploiement modernes, généralement, on va procéder à des déploiements à des heures tardives, espérant que voilà, on minimise un peu le nombre d'utilisateurs connectés. Ensuite, vous allez aussi très souvent rencontrer les architectures monolithiques, mais cette fois avec rendu côté client. En gros, quand on parle d'une architecture monolithique avec rendu côté client, donc vous aurez toute votre logique back-end qui sera centralisée dans un serveur. Toute votre logique back-end sera centralisée. Et maintenant, votre front-end, lui, il sera à part, déployé sur un autre serveur, une autre application complètement autonome. Donc, et développé dans une autre technologie. Généralement, parfois, dans ce type de pattern-là, le front-end sera développé avec un framework moderne comme Angular. Et le back-end sera développé avec une technologie comme Spring, Django et j'en passe. Et les deux communiquent via des mécanismes tels que le REST. Et bon, il y a d'autres mécanismes aujourd'hui, le GraphQL, mais ils communiquent par API, déjà de manière générale pour le dire. Voilà, bon, il s'agit d'un pattern aussi intéressant dans la mesure déjà où vous aurez des applications plus performantes. Du moins la partie frontale, l'utilisateur a l'impression d'avoir des applications plus performantes puisque le rendu s'effectue en côté client. On aura dans la plupart des cas affaire à des SPA et ce qui fait que la vitesse de navigation entre les différentes pages est très réduite et on se croirait quasiment sur du mobile et déjà cela a donné aujourd'hui l'accès, si vous voulez, au Progressive Web App, les applications web progressives, donc des applications un peu qui vont fonctionner à pratiquement 70 ou 80% comme des applications mobiles natives en fait. Voilà un peu en termes d'avantages déjà, vous l'avez compris, il y a les performances,
Il y a aussi le fait que la maintenance devient un peu plus facilitée dans ce cas-là, parce que vous allez vous rendre compte que le back-end étant clairement découplé, on sait exactement où intervenir en cas de panne, et ça facilite même aussi la scalabilité, que ce soit côté back-end, la scalabilité en termes de fonctionnalité bien sûr, que ce soit côté back-end, que ce soit côté front-end. Mais par contre, l'un des inconvénients majeurs, ça sera le SEO. Le référencement ne sera pas du tout très bon, et pour pallier à ça, en fait, aujourd'hui on aura ce qu'on va appeler le rendu côté serveur, et dans l'écosystème JavaScript toujours, il y a carrément les notions de Meta Framework et autres qui vont naître. Je ferai probablement peut-être une vidéo plus tard pour parler en fait des Meta Framework. Donc dans le cas des Meta Framework, il y a carrément en fait des frameworks front-end. Autant pour moi, il y a carrément des Meta Framework qui vont naître et qui seront basés en fait déjà sur du rendu côté serveur. Le but étant de résoudre ce problème de SEO là. Par la suite aussi, vous allez souvent rencontrer des architectures SOA. SOA, c'est Service Oriented Architecture, donc une architecture orientée service. Bon, certaines personnes à tort assimilent cette architecture-là à une architecture en microservice. Or, en réalité, il ne s'agit pas d'une architecture en microservice. Il s'agit juste d'une architecture dans laquelle vous avez découplé effectivement votre application en plusieurs services qui parfois communiquent entre elles afin de produire l'information finale dont l'utilisateur a besoin. Mais voilà, les services ont besoin, pour pouvoir communiquer entre eux, très souvent de connaître l'adresse IP l'un de l'autre en fait, auquel cas la communication ne pourra pas être possible quoi. Donc cette forme d'architecture a comme avantage déjà le fait que les services sont découplés, et quand les services sont découplés, ça fait en sorte qu'on peut par exemple rendre accessible une partie des services au grand public, et les autres non, les autres sont privés. La maintenance une fois de plus devient facilitée, la scalabilité aussi elle est facilitée, mais l'un des inconvénients c'est déjà le fait que les services pour communiquer entre eux ont besoin de connaître les adresses IP l'un de l'autre. Par exemple, le service comptabilité a besoin de connaître l'adresse IP du service ressources humaines afin par exemple de récupérer la liste des employés à jour par exemple quoi. Donc voilà un peu. Et l'autre avantage, l'autre inconvénient aussi, c'est que très souvent dans ce mécanisme d'architecture là, on sera dans une communication synchrone avec tout ce que ça peut apporter comme lot de problèmes. Après, en dehors des architectures SOA, vous allez aussi très souvent rencontrer des architectures microservices. Bon, ça c'est un peu considéré par certains comme le Saint Graal de ces dernières années là. C'est presque sur toutes les lèvres. Nous faisons du microservice, faisons des microservices. Alors les microservices en fait c'est une formule d'architecture SOA évoluée. Donc il s'agit en fait d'une architecture SOA dans la mesure où vos différents services ont été découplés en de petits services suivant votre degré de granularité bien sûr. Mais la particularité c'est que les services pour communiquer n'ont pas besoin directement de connaître ou de hardcoder l'adresse IP de l'autre service rendu. Non. Dans ce cas, on aura un service d'enregistrement où chaque service qui démarre va communiquer sa configuration, c'est-à-dire notamment l'adresse IP et le numéro de port sur lequel il écoute. Il va communiquer ça à ce service d'enregistrement là, et le client, le front-end, n'a qu'un seul point d'entrée dans cette architecture. Donc le front-end lui ne communique avec une seule personne qui s'appelle la gateway. Donc la gateway en fait c'est le mec qui reçoit toutes les communications qui viennent du front-end, et quand il reçoit les communications qui viennent du front-end, il dit au service d'enregistrement: est-ce que tu peux me donner les adresses IP, les numéros de port de tel service que je recherche. Le service d'enregistrement les lui fournit, et c'est à ce moment maintenant qu'il va pouvoir les contacter, effectivement en associant à chaque fois le token que vous lui avez fourni, déjà que le front-end a fourni, et il va communiquer dans ce moment le bon service, récupérer les résultats, et ces résultats dont il va les retourner en fait si vous voulez au client. Donc voilà un peu comment ça va fonctionner. Et très souvent aussi, même dans cette architecture, on va introduire un microservice de configuration en fait qui va centraliser les configurations de tous les micros, de tous les différents services. En gros, quand un service démarre, il va récupérer sa configuration sur ce service-là, et il va effectivement aussi communiquer ces informations de adresse IP, autant pour moi, numéro de port sur
au service d'enregistrement. Donc il s'agit en fait d'une architecture un peu SOA, mais un peu moderne dans la mesure où on ajoute aussi également ce qu'on va appeler des services techniques. Donc alors que dans le SOA vous avez beaucoup plus de services fonctionnels, mais ou si vous voulez des services non techniques. Mais dans une architecture en microservices, on aura à la fois des services fonctionnels, c'est-à-dire des services non techniques, et des services non fonctionnels, si vous voulez des services techniques. Donc voilà un peu ça. Et maintenant les avantages ne sont plus à démontrer. Les avantages, il y a la scalabilité, il y a la tolérance aux pannes, il y a la facilité de maintenance, il y a aussi le fait que si un service ou une partie de l'application crash, alors les utilisateurs peuvent continuer à utiliser d'autres parties de l'application qui ne sont pas affectées par ce service-là, quoi. Donc en gros, on peut faire une maintenance ou faire un déploiement d'une partie sans craindre de devoir crasher, de devoir arrêter tout le fonctionnement de l'application. Donc voilà un peu l'un les quelques avantages principaux qu'on pourra retrouver concernant cette architecture en microservices. Mais par contre, il faut aussi noter que comme inconvénient, c'est une architecture qui va nécessiter d'avoir vraiment une infrastructure conséquente, parce que voilà, si vous avez déjà plusieurs services qui doivent communiquer de cette manière-là, il faut vraiment avoir une infrastructure assez conséquente et qui n'est pas toujours donnée, et avec tout ce que ça peut poser comme problème de scale et autres, de sécurité et autres. Et c'est un peu ça l'infrastructure comme inconvénient. Ça nécessite beaucoup de compétences pour mettre en place quelque chose de vraiment rigoureux. Et c'est l'autre inconvénient, c'est le fait aussi que si cette architecture n'est pas très bien découpée, si au niveau du design, votre degré de granularité aussi n'a pas été très bien pensé, vous courez le risque que l'application en fait fasse l'effet inverse de ce qui était attendu. C'est-à-dire, au lieu d'avoir quelque chose de beaucoup plus performant, vous courez le risque d'avoir plutôt un goulot d'étranglement. Et vous allez aussi très souvent ces dernières années, ou du moins ces derniers mois, entendre parler de l'architecture du pattern event sourcing. Je précise, ce sont des patterns architecturaux. L'event sourcing, c'est un pattern de plus en plus utilisé ces dernières années. Et lui, sa particularité, c'est que on va enregistrer plutôt des événements. Donc pour chaque action, on va enregistrer les événements liés à l'action au lieu d'enregistrer le state final. Donc si on prend par exemple le cas d'une application bancaire, si nous sommes dans une architecture, un pattern architectural event sourcing, au lieu d'enregistrer quelque part dans notre store, au lieu de sauvegarder le state final du compte, par exemple le state final c'est genre l'utilisateur il a 1000 €, il a 2000 €, il a 3000 €, au lieu d'enregistrer le state final du compte, on va plutôt enregistrer les différents événements qui se produisent sur le compte. Donc on va enregistrer les événements de débit, les événements de retrait, les événements de crédit, tous ces événements qui se produisent sur le compte en fait. Et lorsque l'utilisateur a besoin de consulter son compte, le solde de son compte à un moment donné, c'est qu'on fait juste, c'est qu'on va rejouer les différents événements, et quand on rejoue les différents événements, ça nous permet de construire le state de l'application à un instant T. Donc c'est une application c'est un pattern, autant pour moi, qui a beaucoup d'avantages. L'un, c'est le fait que on peut reconstruire l'état de l'application à un instant T donné, quoi. Donc on peut par exemple vouloir connaître quel était le solde du compte hier, avant-hier, à n'importe quel moment on peut construire le state de l'application. Ça, c'est l'un des gros avantages. Mais l'autre inconvénient aussi, c'est que s'il n'est pas très bien géré en fait, lorsque les données deviennent volumineuses, on court le risque que l'application devienne étrangement lente, parce que pour reconstruire le state, il va falloir parcourir beaucoup d'événements. Mais heureusement, quand même, aujourd'hui, il y a des mécanismes de gestion de ces lenteurs-là. Et enfin, on va terminer avec un autre pattern qui lui aussi nécessite beaucoup de compétences pour être implémenté. C'est pourquoi j'ai choisi de parler de lui à la fin. C'est le pattern CQRS. En fait, il s'agit d'un pattern dans lequel on va séparer la base de lecture de la base d'écriture. La base de lecture, en fait, c'est ce que vous pouvez appeler les queries. Et la base d'écriture, en fait, c'est une base qui va sauvegarder les événements liés à nos différentes actions. Donc on aura en fait une base qui est dédiée aux queries, et une autre base en fait qui est dédiée à nos actions. En gros, vous avez un event store. Dans ce pattern là, un event store qui sauvegarde en fait
tous les événements d'écriture, tous vos actions en fait qui vont engendrer des événements seront sauvegardés dans cet Event Store là. Et lorsque vous essayez de faire une lecture sur votre système, c'est plutôt une base d'écriture qui sera sollicitée à ce moment là. Bon, l'un des avantages justement de cette architecture, c'est le fait que c'est très flexible, c'est facile d'étendre, mais les inconvénients aussi, c'est le fait qu'il va falloir, ça nécessite beaucoup de compétences et parfois aussi pour une petite action, il va falloir écrire beaucoup trop de fichiers. Donc c'est une architecture qui n'est pas encore trop utilisée. Vous la rencontrerez certainement très peu, mais il convient de savoir qu'elles existent. Alors je t'ai présenté un peu les quelques patterns d'architecture que tu rencontreras très souvent ces dernières années. Alors peut-être probablement j'ai oublié certains patterns autant pour moi. N'hésite pas à laisser ceux que j'ai oubliés dans les commentaires, et aussi pour ceux que j'ai cités, si tu as des avantages ou des inconvénients concrets que tu as observés lors de tes différents travaux, n'hésite pas à partager avec nous. Le but vraiment, c'est toujours de partager, voilà, c'est toujours de construire un écosystème dans lequel en fait les connaissances sont diffusées, et comme ça chacun peut en bénéficier. Partage avec nous en commentaire, et si ce n'est pas encore fait une fois de plus, je t'exhorte à t'abonner et à activer les notifications pour être informé à chaque fois que je ferai une vidéo. Alors, je profite également de la tribune qui m'est donnée pour parler de Cotano. J'espère que tu t'es déjà enregistré pour la première édition de Cotano qui se déroulera le 29 septembre. Je ferai une prochaine vidéo très bientôt où je te donnerai les 5 raisons pour lesquelles tu devras participer à Cotano. À très bientôt. J'espère te retrouver en bonne forme. Ciao.